Aujourd'hui, moi j'appelle Jérôme de Tichet, voilà, vous pouvez me trouver sur la plupart des réseaux sociaux à @JDeTichet. Mais il y a d'autres membres de l'A7 ici, tous ceux qui n'ont pas levé la main sont le membre de l'A7, j'imagine. On a notamment notre vice-président, Simon Poirot, qui est juste ici devant, et plein d'autres gens de l'association qui sont dans cette salle-là. Donc on est venu vous parler de DEF CON 3. Alors, du coup, est-ce que vous êtes déjà familier avec Ethereum? Oui. Ouais, parce que DEF CON 3, c'est la quatrième édition de la Developer Conference. Alors, il y a d'abord eu une édition 0, puis 1, puis 2, puis 3. L'année dernière, on a fait un débriefing de DEF CON 2. Vous pouvez trouver ça d'ailleurs sur Ethereum France. Et cette année, on va vous parler de DEF CON 3. Alors, la DEF CON en général, c'est une conférence de développeurs, donc c'est orienté très technique. Cette année, elle a duré 4 jours. C'était génial. Enfin, comme tous les talks qu'on a vus étaient vraiment super. Donc une conférence de 1800 personnes. Waouh, c'est un peu la plus grosse conférence à ma connaissance qui touchait au sujet de la blockchain. Je ne sais pas combien il y avait de gens qui présentaient, combien il y avait de talks, je pense au moins une centaine. Plus, hein, on a un étendard à 15-20 talks x2. Donc sur DEF CON, chaque jour, vous aviez un main hall avec la plupart des conférences, disons, majeures, et une breakout session où il y avait des conférences mineures, mais tout était bondé, voilà, tout simplement. Donc cette présentation, en fait, va revenir sur les jours 1, 2 et 3, et un petit peu sur le jour 4, c'est-à-dire vous dire, voilà, dans le jour 4, si vous devez regarder quelque chose, il y a des trucs vraiment sympas à voir, donc allez voir. Et on ne va pas toucher au breakout conference, parce que moi j'étais dans le main hall, je n'ai pas vu les breakouts, mais il y avait des choses vraiment intéressantes dans toutes ces sessions. Plein de super supporters, plein de super sponsors. Donc Status, qui est un wallet en mobile pour Ethereum, Microsoft, Bitcoin.com, Indigo, plein de gens comme ça, et Asset, qui était aussi community sponsor de cet événement. Donc, premier jour, on a parlé du core system, donc tout ce qui pouvait toucher au cœur d'Ethereum. Donc, traditionnellement, les DEF CON commencent par une présentation de l'évolution de la réglementation. Donc il y a une présentation qui avait déjà eu lieu en septembre 2016 par la même personne, Jerry Brito. Si vous vous intéressez aux problématiques de réglementation sur Ethereum, sur la réglementation de la blockchain en général, c'est un talk qui est intéressant de voir. En plus, c'est le premier de la conférence. C'est un peu orienté sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que la boîte qui présente cette conférence est américaine. Il s'appelle comment déjà? Coin Center, absolument, Coin Center. Donc voilà, on a prévu un petit récap de ce qui se passe aux États-Unis là-dessus, et surtout une analyse de ce qui est caractérisé comme une security pour le SEC. Donc vraiment quelque chose d'intéressant si vous vous intéressez à la partie réglementaire. Ensuite, traditionnellement, on fait Ethereum en 25 minutes. Donc si quelqu'un vous demande, pouvez-vous me résumer ce à quoi correspond Ethereum, qu'est-ce que c'est Ethereum? Vous avez une édition 2017 de cette présentation, donc il y avait déjà une édition 2016 de l'année dernière, mais cette année, Vitalik Buterin a fait une édition 25 minutes sur 2017. Donc c'est globalement la même, sauf que vous avez tout ce qui s'est passé dans Byzantium. Alors vous savez tous ce qu'est Byzantium, j'imagine. Voilà. Donc si vous avez encore des doutes, vous pouvez aller consulter notre article sur Byzantium sur Ethereum France. Donc, ici, Vitalik Buterin décrit pourquoi Ethereum, comment ça marche, qu'est-ce qu'apporte cette blockchain, et les dernières évolutions, puisqu'on a eu des forks très récemment, une fork très récemment, mi-octobre. Ensuite, a suivi une présentation très technique de Martin Begze. Alors Martin Begze, c'est quelqu'un qui est assez proche de l'A7, donc il nous a promis qu'il viendrait nous faire une présentation de son système Primea. Donc Primea, c'est une plateforme pour faire du calcul parallèle, mais adapté à la blockchain, et le tout dans eWASM. Et eWASM, c'est l'implémentation d'Ethereum dans WebAssembly. Voilà. Bon, je pense que la plupart des gens qui ont vu cette présentation ont trouvé ça très difficile à comprendre, mais Martin s'est beaucoup plaint d'avoir eu que 25 minutes, donc on lui laissera un peu plus de temps la fois où il viendra nous voir à la 7. Ensuite, on a eu une présentation sur les light clients. Donc les light clients, pour mémoire, ce sont des clients qui ne téléchargent pas toute la chaîne, ils téléchargent que le haut des blocs, les headers des blocs. Le problème, c'est que les light clients, s'ils ont besoin d'avoir des informations qui ne sont pas contenues dans les headers, ils sont obligés de les demander à leur pair. Et s'ils n'ont pas de pair qui sont des full clients, ça rebondit d'un pair à l'autre, et finalement un full client va finir par répondre et envoyer l'information.
Donc le fait qu'il y ait des light clients, ça pose quand même des problèmes quand on veut passer à l'échelle de la chaîne. C'est-à-dire avec des techniques comme le sharding, ou des techniques comme les state channels, on a besoin de light clients qui communiquent bien entre eux et qui accèdent à l'information rapidement. Donc une des solutions présentées par Foldy est d'avoir des light servers. Alors je laisserai découvrir dans le blog correspondant exactement à quoi ça correspond. Mais c'est des problèmes de requête et on peut faire des choses un peu plus efficaces que des fuites de Bloom là-dessus. Ensuite, on a une présentation toujours sur les clients, cette fois-ci par quelqu'un de Parity, Robert Habermeyer, qui décrivait à peu près ce même problème. Comment on peut faire pour avoir des light clients qui sont vraiment adaptés au state channel. Alors, pour information, on a vraiment besoin de state channel en téléphone portable, parce que ça nous permettra de faire des paiements très rapidement et pour pas cher avec le téléphone. Voilà, Parity a aussi annoncé quelque chose d'assez important, c'est qu'il travaillait sur l'implémentation d'un client léger dans WebAssembly. Alors, WebAssembly, c'est la machine virtuelle qui tourne dans des navigateurs Internet. Donc potentiellement, vous avez Ethereum embarqué en page web, une fois que ce projet aura abouti. Et puis on a eu Yoshai Arai, c'est quelqu'un qui est assez proche de l'asset, qui, je ne sais pas s'il sera disponible bientôt, mais en tout cas on essaiera de le faire venir pour présenter ça. Donc Yoshai Arai, lui, il essaie de vérifier les protocoles qu'on implémente dans Ethereum. Donc il a fait un travail de vérification de Casper. Casper, c'est le futur algorithme de proof of stake sur Ethereum. Et dans cet algorithme, on ne peut perdre ses stakes que si on est vraiment byzantin ou si on est vraiment pas regardant sur ce qu'on signe. Donc le travail de Yoshai Arai, c'est de vérifier que le design qui a été fait de cet algorithme est bien cohérent et qu'il n'y a pas des erreurs de design qui fait que même en étant de bonne foi, on arriverait à se trouver. On arriverait à se retrouver à perdre ses stakes. Donc Casper, jusqu'à il y a 3 mois, ça fonctionnait en 2 temps, 2 messages. Et maintenant, Casper fonctionne en un message. On arrive à faire du Casper plus rapidement, on arrive à faire converger plus rapidement avec moins d'informations à transmettre. Et ce que expliquait Yoshi dans son talk, c'est que sur 2 messages, ça marchait plutôt bien. Maintenant, on va le faire vérifier à un message, voir si la nouvelle implémentation fonctionne aussi bien que la précédente. Puis on a eu une présentation de Lefteris Karapetsas sur Sikorka. Donc Sikorka, c'est un système de proof of presence. Donc comment prouver que vous étiez à un endroit avec la blockchain. Alors si certains d'entre vous ont déjà fait des hackathons, il y a un sujet qui gagne souvent en hackathon, c'est les jeux dans la blockchain. Et une façon de faire des jeux dans la blockchain, c'est de les envoyer à un endroit et de dire aux gens, une fois que vous êtes à un endroit, on fait une sorte de jeu de piste où vous allez quelque part, vous envoyez ce que vous avez trouvé comme secret à un endroit. C'est un truc qui est très sympa à faire en hackathon et sur lequel on se rend compte qu'on a besoin de prouver sa présence. On pourrait envoyer une géolocalisation avec son téléphone, mais c'est facilement spoofable. Vous pouvez télécharger un petit programme qui vous géolocalise où vous voulez et envoyer la localisation GPS à ce moment-là. Donc ce que propose Lefteris, c'est un réseau de détecteurs qui prouve la présence avec par exemple un écran qui génère un QR code toutes les 5 minutes, toutes les 10 secondes, ou peu importe quelle vitesse vous avez besoin pour vraiment améliorer la sécurité. Et vous envoyez ce détecteur et vous récupérez quelque chose. Ça paraît peu de choses comme ça, mais les applications métiers sont quand même assez énormes. Si vous voulez avoir un go-to-store, vous dites tous les gens qui viennent chez moi dans mon magasin et qui flashent le QR code, je leur file un token, je leur file un Ether, c'est hyper pratique. Je crois que vous n'êtes pas convaincu là-dessus. Ah si, tu fais un Ether, on arrive. Alors en Ether, après il faut venir flasher le QR code et vous avez un Ether. Pourquoi pas, on envoie un hash, on voit que c'est un hash compatible, et badabou. Ensuite, Alex Bergzadin nous a présenté Julia. Donc, un des problèmes qu'on a aujourd'hui pour améliorer la sécurité des smart contracts, c'est d'être capable de bien lire ce qui est compilé par le compilateur. Donc, le compilateur, il l'optimise, il transforme en bytecode, et c'est parfois pas forcément facile de après lire ce qui a été compilé et de vérifier s'il y a des bugs à l'intérieur. Donc, Julia, c'est un langage intermédiaire qui fait un travail de compilation qui rend compatible l'analyse ensuite avec des techniques de vérification de code qui existent déjà. Un talk important, celui de Piper Merriam qui a suivi sur le package management des smart contracts. Donc si vous avez déjà déployé un smart contract, vous avez certainement utilisé un truc aussi simple que owned, qui est un smart contract qui vous définit un owner pour votre contrat et une condition à vérifier quand une fonction est exécutée. Si vous avez essayé de déployer un contrat de token, vous avez utilisé le standard ERC20, donc vous avez cherché sur GitHub à quoi ça correspond à ERC20, vous l'avez copié-collé, vous avez travaillé dessus, vous avez changé des choses. Ça veut dire qu'on a quand même besoin d'un package management pour les smart contracts. Donc c'est exactement ce qu'a fait Piper Merriam. Si vous voulez lire en détail son travail, vous avez le ERC 190. Donc, si vous cherchez ERC 190 sur Google, vous allez tomber sur
le détail de cette implémentation. Et ça vous permet en fait d'appeler dans votre compilateur directement sur la chaîne une référence du genre je voudrais bien ERC20, donc ERC20 il se trouve à cet endroit dans IPFS, il se trouve à cet endroit dans l'Ethereum Name System. Ben, votre compilateur il va aller le chercher, il va vous le passer et vous allez pouvoir travailler dessus avec quelque chose qui est déjà bien audité, bien utilisé. Et vous avez déjà ERC20 et CrowdStrike qui sont compatibles et disponibles dans ce package management. J'en ai suivi deux présentations que je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé par ces sujets. Karl Floersch nous a présenté une introduction plutôt généraliste sur le principe de crypto economics. Donc comment faire pour construire des protocoles avec des incitations qui le rendent ce protocole très cohérent. Et puis on a eu la fameuse présentation de Vlad Zamfir, comme chaque année, où Vlad parle très très vite et il a que 25 minutes. Du coup, c'est assez difficile à suivre, mais si vous êtes intéressé par Casper, ça vaut vraiment le coup parce qu'il fait le tour, mais vitesse x2. Il y en a qui ont vu ce truc. Bon. Il a été coupé en plus, il devait te faire avant la pause, puis après la pause, et puis après ils n'avaient plus de temps, du coup il a parlé à 200 à l'heure. Bon. Mais les slides sont disponibles, donc vous pouvez suivre, faire des pauses, aller doucement. Deux autres projets d'amélioration de la scalabilité sur Ethereum. Donc un premier s'appelle TrueBits de Jason Touch. Donc là le principe c'est d'essayer de faire du calcul off-chain. Donc on a des calculs qui sont difficiles à faire dans un smart contract. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les réaliser à l'extérieur de la chaîne. Et puis après on va avoir un système dans le smart contract de vérification que le calcul qui a été apporté est bien cohérent et il n'y a pas eu de problème. Donc là c'est des systèmes de challenge. Je ne sais pas si Clément Lesage est dans la salle. Non. Bon. C'est un des principes qu'il nous avait présenté un meet-up de la salle sur comment challenger en faisant du smart contract et des calculs hors de la chaîne. Aussi une présentation de Joseph Poon. Donc là, pour ceux qui ont suivi le projet Plasma, c'était une occasion de détailler comment fonctionnait Plasma. Donc Plasma, c'est de l'inception de blockchain dans la blockchain. Vous avez une blockchain de base qui sert de clearing et vous avez les autres blockchains qui sont liées les unes avec les autres. Et ça vous permet d'avoir, de déporter une partie des transactions d'une chaîne vers l'autre. Ensuite, Socrates. Alors, aujourd'hui, sur cette année, cette édition de DEFCON, il y avait énormément de sujets qui touchaient aux ZK et Snarks, et notamment une breakout session complète dédiée à ces nouvelles techniques. Et une des choses qu'on a eu comme nouveauté ces derniers mois a été cette toolbox, Socrates. Donc Socrates, c'est un langage haut niveau qui vous permet de faire des zk-snarks et de les implémenter ensuite dans Ethereum. C'est-à-dire d'avoir un smart contract qui est déployé qui peut vérifier une preuve qui est apportée par ces techniques de cryptographie. Alors encore aujourd'hui, ça coûte encore un peu cher de faire une vérification, mais c'est déjà disponible, quoi. Et j'espère qu'on aura aussi un atelier dédié à ces techniques prochainement à la SEP. Et puis enfin le talk de la journée, le talk qui a conclu cette première journée, c'était le talk de Vitalik Buterin sur Design Maximally Verifying Light Clients and Sharding. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est le sharding, et vous avez une super FAQ qui a été traduite par la SET sur le site Ethereum France. Donc si vous voyez cette conférence et que vous ne comprenez pas de quoi ça parle, allez jeter un œil à la FAQ. Ensuite, vous pourrez vraiment comprendre la vision qui est derrière tout ça, où en fait, on construit un système de blockchain shardé, donc avec une capacité de traitement supérieure, et en même temps, un système hybride de proof of work et proof of stake. Donc ça permet d'évoluer lentement vers de la proof of stake. Très intéressant, et on était tous heureux d'avoir fini cette première journée là-dessus. Day 2 ? Non, j'ai oublié le... Okay. Deuxième jour, on a commencé en fanfare avec développeurs. Peter Zilagi est le lead dev de Get, donc le client Ethereum en Go. Et il a admis que développer sur Ethereum, c'était un peu difficile parce que c'est un outil de développeur qui est fait pour les développeurs, par les développeurs. Donc pour rendre le déploiement d'une chaîne privée très ergonomique, ils ont mis au point un outil qui s'appelle Puppet. Et c'est une interface en command line qui vous permet de déployer de A à Z une nouvelle blockchain privée. Et franchement, la démonstration est vraiment très intéressante. Donc allez jeter un œil. Si vous avez envie de déployer votre propre blockchain privée, vous pouvez utiliser ce tool, c'est très pratique. Il vous fait le Genesis block avec les différentes caractéristiques de votre
nouvelle chaîne. Il vous déploie Headstat, donc une petite page web où vous pouvez vérifier l'état de votre réseau. Il vous crée une liste de nœuds sur lesquels vos pairs peuvent se connecter immédiatement. Il vous définit les validateurs, les mineurs, il vous définit même un block explorer, il vous génère des wallets, il vous génère même une faucette. Donc si vous voulez donner automatiquement des ethers de votre chaîne à des gens que vous avez prévalidés, vous pouvez leur passer la faucette et en plus, il vous ouvre à l'extérieur ou non. Et tout ça en quelques minutes, il vous a fait une démonstration live, ce qui est très très bien. On a fait un petit sondage des présentations préférées des gens au bureau de l'asset et celui-ci en faisait partie. 3 talks ont suivi sur des choses je trouve intéressantes, mais je peux avoir l'occasion de les détailler ici. Donc on a eu un deep dive sur un wallet open source sur Android, des nouveautés dans Status, donc présentation d'une version desktop qui va arriver, un multi-programme si vous aimez gagner des ethers en résolvant des bugs, c'est l'occasion. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais en tout cas, Jared Hope a aussi annoncé une intégration avec des hardware wallets pour Status. Phoenix Lange a annoncé des évolutions sur DevP2P. Donc DevP2P, c'est une librairie qui est utilisée pour que les nœuds communiquent entre eux sur le réseau Ethereum. Donc des facilités pour découvrir des nœuds, pour diffuser l'information, une meilleure intégration avec IPFS et d'autres améliorations de fonctionnement du réseau. De même, d'autres talks assez techniques sur comment utiliser, comment appeler le VM avec une API bien pratique, comment... Greg Colvin. Alors, est-ce que vous connaissez Greg Colvin? Non, ok. Bon, il ressemble à ça à Roman, il est super sympa, et il adore le NASCAR. Donc si vous avez envie de voir une démonstration fun sur des performances des machines virtuelles, c'est la conférence que vous avez envie de regarder. Donc il a expliqué les évolutions des performances de la machine virtuelle Ethereum et les voies qui sont employées maintenant pour les améliorer. Donc une partie des équipes comment travaille sur EVM 1.5 et une autre partie comment travaille sur le VM 2.0. On a eu un bilan sur la sécurité sur Ethereum depuis 1 an. Donc cette année, pas d'attaque pendant DEFCON, mais un bug énorme après DEFCON. Voilà. Donc Martin Sodé a expliqué donc, pas mal de graphiques, pas mal de métriques sur ce qui est intéressant à retenir de cette année de problèmes de sécurité sur Ethereum. Et aussi à présenter de nouveaux outils de test, donc notamment pour éviter que les clients aient des failles de consensus entre eux. Donc si les métriques vous intéressent, c'est aussi un bon talk à regarder. Un talk d'importance pour moi, le futur of token contracts. Donc il y a, j'imagine, si vous connaissez Ethereum, vous savez qu'on peut déployer des tokens à l'intérieur, qu'on appelle les ERC20. Ici, on a vraiment une vision sur ce que peuvent devenir les ERC20 à terme. Avec notamment Minimi. Minimi, c'est un contrat de token forkable, c'est-à-dire que votre token peut se dupliquer vers un autre contrat, et ce contrat a la même balance que précédemment. Donc les gens qui avaient le token précédent ont le token nouveau, et ce token nouveau peut être jetable, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir de ce nouveau contrat ERC20 nouvellement déployé pour faire un vote par exemple. Déjà DistrictOX, Givet et Swarm City ont essayé ce nouveau contrat de token. Alors c'est évidemment utilisable pour faire du vote, des promos, des mises à jour, tout ça. ERC223, pour ceux que ça intéresse, c'est un standard de token qui n'est pas transférable à un contrat qui ne peut pas recevoir de token. Parce qu'il y a beaucoup de tokens aujourd'hui qui sont coincés sur un contrat, parce qu'ils ont été envoyés sur une adresse de contrat, et le contrat n'a pas les moyens de bouger ces tokens puisqu'il ne sait pas comment interagir avec un ERC20. Donc ERC223, c'est une implémentation qui fait, à chaque fois qu'il y a un transfert vers une adresse, va vérifier que l'adresse est bien capable de bouger ce futur token. Donc c'est pour éviter d'avoir des tokens coincés sur des contrats. Ouais. On a eu d'autres présentations sur la sécurité des smart contracts par la suite. Donc George Esquirio a présenté le framework d'Aragorn et le principe de faire des delegate proxy, d'essayer de passer outre les librairies avec un peu plus de détabilité des contrats en utilisant cette technique. On a eu un talk très intéressant pour ceux qui aiment les bugs, le 100 Solidity Calling Contest. Donc il y a eu un concours du plus gros bug dans un smart contract qui a été fait par la fondation. Donc si vous vouliez participer à ce concours, il fallait participer jusqu'à mi-juillet. Et vous envoyez un smart contract sans expliquer quel était le bug, et ensuite vous envoyez quel était le bug que vous avez mis en application dans ce smart contract, et si votre bug était intéressant, vous étiez invité à le présenter. Donc il y a eu notamment un des bugs que je
trouvais sympa avec le 10.balance. Donc, quand un contrat a écrit 10.balance, c'est qu'il considère sa balance à lui. Et vous pouvez faire pas mal de bugs avec ça. Enfin, je ne veux pas vous spoiler. Allez, je fais un œil. Hardening Smart Contracts with Hardware Security de Nicolas Bacard. Nicolas est là. Donc, voilà, donc c'était les Hardware Secure Device et Trusted Executions. Comment on peut apporter du calcul sécurisé de confiance grâce au hardware dans des smart contracts. Donc là encore une présentation très intéressante de Ledger qui faisait remarquer aussi que dans ces hardware l'open source progresse pas mal et c'est intéressant de voir ça aussi. Présentation majeure aussi, quand on faisait notre sondage, la présentation de Raiden est revenue plusieurs fois. Donc Raiden, c'est le protocole Lightning Network, mais sur Ethereum. Donc si vous le connaissez sur Bitcoin, c'est le même principe. Donc ils ont été en testnet assez longtemps, ils vont passer en mainnet dans pas longtemps, et ils nous ont fait des démonstrations assez impressionnantes de ce que ça pouvait donner. Donc aujourd'hui, ce protocole gère les transferts de RC20. Et on a eu une présentation d'un robot où on envoyait des tokens et il allait à gauche, à droite, il avançait et tout ça. Aussi, ils ont présenté leur protocole MicroRaiden, donc c'est une version simplifiée, moins lourde et aussi sympa. Donc il me semble que le robot tournait sur MicroRaiden d'ailleurs. Et enfin, Toward Permanent ENS Registrar, donc Dick Johnson nous a présenté les chiffres clés de l'ENS. Donc ENS, c'est Ethereum Name System, donc c'est un système de nom de domaine mais sur Ethereum. Du coup, il y a eu 168 500 Ethers déposés pour acheter ces noms de domaine. 8 500 ont été perdus parce que les gens n'ont pas révélé leur bid. En fait, c'est un système d'enchères. Et ensuite, il faut révéler combien on a chéri. Et si on ne révèle pas, les Ethers sont perdus après 48 heures. Voilà, 1,4% des adresses sont 50% des noms. Donc il y a déjà pas mal de squatters sur l'ENS. Et l'ENS, on possède 17 000. Et pour l'anecdote, évidemment, as.net n'est toujours pas disponible. Il faut 7 lettres minimum, 7 lettres chiffres minimum pour réserver une adresse. Mais bon. On n'a pas réussi à avoir l'association. Et on n'a pas réussi à avoir l'association pour être. Il est parti à combien? Voilà. Pour l'autre anecdote, vous voyez ici Client Adoption. Donc l'ENS est déjà disponible sur MetaMask, est disponible sur MyEtherWallet, sur Etherscan, InZoop aussi, la petite bulle avec ce qui ressemble à un gâteau. C'est un wallet développé par une équipe italienne très sympa qui fait du bon travail en plus là-dessus. AmToken, etc. Enfin, il y a déjà beaucoup de clients qui reconnaissent l'ENS. Et mine de rien, avoir un nom de domaine, c'est super pratique. Par exemple, si vous cherchez mon adresse, vous pouvez chercher j2tichet.net, vous tombez sur une adresse Ethereum que je possède. Ou un scammer. Voilà. Mais n'envoyez pas d'Ether à as.net, ça ne marche pas. Voilà. Troisième jour, DAppDev. Donc, on va se concentrer maintenant sur les applications décentralisées sur Ethereum. Alors, comme chaque année, on a commencé par une introduction à Solidity, version 2017. Donc là, je ne trouve pas grand chose à signaler, à part que constante, quand vous écrivez dans une fonction Solidity qui est constante, va être remplacée par view et pure. Ça me permet de préciser un petit peu ce que vous entendez par constante. Et on a eu une présentation relativement majeure, je trouve, de Christian Reinweissner sur la flexibilité dans Solidity, avec les nouvelles features qui vont arriver, comme par exemple l'utilisation d'une structure en argument de fonction. Ça c'est important parce que si vous voulez avoir un tableau dans un smart contract que vous mettez à jour d'un coup, genre on rentre 200 adresses avec 200 balance d'un je sais pas quoi, ou 200 chiffres associés à ces adresses, vous ne pouvez pas le faire parce que votre structure ne va pas forcément rentrer dans le smart contract. Il faudra faire une par une jusqu'à maintenant, où maintenant on aurait apparemment le moyen de mettre une structure en argument de fonction. Le fait que maintenant on utilisera un require et ACR de plus en plus souvent, et aussi on nous a fait une belle démonstration de comment faire des preuves formelles avec SMTlib2 et Z3. Donc par exemple ici vous voyez que ce contract simple example fait addition entre A et B, super, et il trouve A plus B, il retourne A plus B. Bien, quand on passe ça dans SMTlib, il vous dit attention, il y a peut-être un overflow si vous avez 2 exponents 156 moins 1 plus 1, ça va overflow. Ouais, c'est très pratique. De mémoire, il n'y a pas eu d'overflow encore. On peut venir des gros bugs, mais ça peut arriver. Présentation de Mist.
Mist, c'est le browser qui est supporté par le wallet qui est supporté par la fondation. Donc Mist, c'est Mist et Ethereum Wallet. Donc déjà 2,6 millions de downloads, enfin un sondage qui a déjà utilisé Mist. Alors, en général, on installe tout le paquet et on retrouve avec Mist. Voilà. Il a été audité récemment, il intègre Swarm, il intègre ENS, etc. Et il y a une faille que l'équipe avait identifiée qui était que les applications qui tournaient dans Mist tournaient avec un serveur centralisé. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à terme, on ait une Decentralized App Engine. Et donc l'équipe a annoncé Moon, le remplaçant de Mist. Donc au futur, vous allez utiliser Moon à la place. Et Moon, en fait, permet aux applications d'être d'autant plus décentralisées, à faire quelque chose de plus performant. Et ils ont développé aussi un langage dédié à Moon pour les applications qui vous donne pas mal de tools pour interagir avec la blockchain, qui s'appelle Moonlang de mémoire. Small enough to be formally common, c'est déjà cool. On continue avec trois présentations. Là, aussi, si vous utilisez déjà Remix, ce qu'on appelle Ethereum, comment ça s'appelle déjà Browser Solidity. Browser Solidity et Remix, c'est la même chose. Donc, Yann Levrault et Rob Stupé nous ont présenté les nouvelles features sur Remix. Donc, si vous êtes déjà venu à un meet-up, un atelier pratique de l'asset, c'est typiquement ce qu'on utilise. On développe sur StateDI parce qu'il est très léger et très pratique. On arrive à l'utiliser, on passe là-dessus. Et ce serait bien qu'on fasse aussi un point sur les différentes features pour vous apprendre à les utiliser. On nous a présenté DappHub, qui est un réseau de chercheurs et développeurs qui constitue une bibliothèque d'outils gratuits pour Ethereum. Donc si vous cherchez des outils et que vous voulez voir un peu ce qui est disponible, dap.tools.com, https://dap.tools. On a eu une présentation de Rain Revere qui, comme l'année dernière, nous a fait un bilan des différentes best practices qu'il faudra utiliser à l'avenir sur le coding des smart contracts. Voilà, ensuite, je souligne la présence de systèmes d'arbitrage. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a déjà parlé dans des meetups précédents. Donc, ça permet aussi de sortir des smart contracts qui sont bloqués avec des systèmes d'arbitre qui peuvent dire moi je suis un arbitre et je considère que cette variable doit prendre cette valeur, un arbitre confirme, etc., etc. Et ça peut débloquer des situations. Et puis, pour moi, la meilleure présentation de la journée, la présentation de MetaMask. Donc, si vous voulez voir un truc super bien, forcément utilisez MetaMask. Et en plus, allez voir cette présentation, elle est vraiment très importante. Donc, est-ce que quelqu'un ne connaît pas MetaMask ici? Alors, MetaMask, c'est un plugin Chrome qui vous met une connexion avec la blockchain Ethereum. Alors, en fait, ça communique avec un nœud distant qui est hébergé par Infura. Et vous pouvez faire plein de choses avec. C'est comme si vous aviez Ethereum dans votre browser. Donc jusqu'à présent, vous étiez obligé d'installer ce plugin pour communiquer avec la blockchain Ethereum quand vous étiez sur un site web qui voulait communiquer avec la blockchain Ethereum. Et maintenant, vous ne serez plus obligé de le faire puisqu'il y a MetaMaskera. MetaMaskera est une librairie JavaScript qui vous met la blockchain Ethereum dans votre browser avec MetaMask. Et en plus, T-Rex est venu présenter quelque chose, donc c'était chouette. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ce jour-là? Donc Jack Peterson, le fondateur d'Augur, nous a présenté ce qu'il considérait comme étant des améliorations nécessaires au protocole et aux tools de développement, notamment le fait qu'on a vraiment besoin d'un meilleur debugger que Remix. Alors, Remix, c'est assez lourd, effectivement. Et il nous a parlé des différentes bounties qu'il y avait sur augur.net. Donc là encore, si vous voulez gagner des Ethers en trouvant des bugs, vous pouvez aller voir sur augur.net/bounties. Nick Dodson nous a présenté son module Edge.js. Donc c'est un autre module que Web3, mais qui est déjà compatible avec MetaMask et Mist. Et donc il nous a présenté des performances qui sont intéressantes. Et ensuite, si vous voulez voir une application qu'on attend depuis très longtemps sur Ethereum, Uport. Voilà, allez jeter un œil. En tout cas, eux se présentent comme la plateforme utilisateur de référence pour Ethereum. Ils ont une intégration en mobile qui est déjà en alpha et qui doit passer en bêta bientôt, qui vous permet de vous authentifier, de gérer toutes vos clés en même temps et de récupérer vos clés quand vous les perdez avec un système de proches qui peuvent vous prévalider, etc. Et vous pouvez faire du login avec ça, etc. etc. Donc, vraiment multi-chain en plus. Je vous invite à aller jeter un œil. Cette troisième journée s'est terminée avec des présentations orientées sur les oracles.
et notamment ce que fait Thomson Reuters. Alors, est-ce que vous étiez au courant que Thomson Reuters faisait de la blockchain Ethereum? Enfin, faisait de la blockchain déjà, généralement. Ouais. Ouais. De fait. Eh ben, ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent, en fait. Thomson Reuters est assez impliqué dans l'écosystème, mine de rien. Ils ont organisé déjà 2 hackathons, un qui s'est passé à Londres en 2016 et un qui s'est passé à Bar en 2017. Je crois que j'ai l'autocollant de souvenir de ce hackathon. Ce sont des hackathons vraiment de très très bonne qualité. Si vous entendez parler d'un hackathon Thomson Reuters et que vous avez envie de passer un week-end à coder, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a toujours énormément de très bons mentors et de très bons projets et de très bonnes tools à découvrir. Donc en fait, Thomson Reuters a maintenant toute une suite pour le développement sur Ethereum, qui s'appelle ça Block One ID. Ça vous intègre des systèmes de KYC, des systèmes de permissionnement de vos smart contracts. Ça vous intègre aussi avec tous les flux de données que peuvent apporter Thomson Reuters pour faire quoi que ce soit que vous ayez envie de faire avec des données pendant Thomson Reuters. Donc voilà, une présentation à voir. On a eu une autre présentation sur les oracles, donc cette fois-ci par Thomas Bertani, qui est le CEO de Oracleize. Alors Thomas Bertani est venu assez souvent à l'Asset, et il va revenir bientôt. Donc il nous a présenté comment fonctionnait Oracleize. Donc Oracleize, c'est le premier système historiquement qui apporte des données de l'extérieur. Donc vous fournissez une API à votre smart contract, Oracleize vient voir l'API, il dit très bien, je vais aller consulter cette API et je vais vous renvoyer la donnée. Mais aussi, vous pouvez lui fournir un lien vers un Docker, vous pouvez lui fournir un lien vers un lien IPFS ou un lien IPFS, et ils vont aller les consulter. Donc ça vous permet de faire du calcul hors de la chaîne apporté par Oracleize. Et ils vous donnent certaines formes de preuves qu'ils ont bien exécuté le calcul et qu'ils ont bien été consultés l'API. Et enfin, Andrew Miller nous a présenté des comparaisons de difficultés de développement entre Bitcoin et Ethereum. Aussi assez amusant à regarder. Et enfin le jour 4, donc le jour 4 c'était P2P Tech Demos, donc là énormément de choses, plein de super projets ont été présentés, notamment Provenance, le projet de Thibaut Schaeffer qui est notre vice-président, Cléros de Clément Le Sage a été présenté aussi, Christophe Jens a présenté de nouvelles fonctionnalités sur Slockit, vous avez quelque chose sur Jack aussi de Vince Vogue, comment il s'appelle déjà Vogue? Donc, c'est un projet intéressant à voir. Vous pouvez avoir un update aussi sur Akasha qui était venu présenter à EdCon l'année dernière. Et là, il y a vraiment beaucoup trop de choses à vous montrer. Donc, je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé sur ces différents talks. Dans cette présentation, j'ai omis de mettre ce qu'avait raconté Etherscan. Donc, Etherscan a aussi fait une petite présentation où il nous indiquait plein de métriques qu'ils avaient pu voir sur Etherscan, notamment l'analyse des Google Analytics, ce que donnait Google Analytics des gens qui avaient consulté Etherscan. Et on a, je crois de mémoire, 9% de femmes et 91% d'hommes. Je suis étonné, je trouvais que c'était beaucoup quand même. Parce que là, c'est pas vraiment représenté. Hein. Comptez-vous les garçons. Bon voilà, en tout cas, je trouve qu'on est on est finalement plus mix que je ne pensais. Et puis, la DevCon c'était aussi off-chain. Donc là, on est en train de réfléchir sur ce qu'on va vous raconter, sur ce qui nous est arrivé dans cette conférence. Donc Cancun, c'est un peu comme le site de Las Vegas, 2 fois moins bien, j'ai trouvé. Mais bon, on a pu faire du beach volley, on a pu manger mexicain, on a pu faire des soirées assez sympas. On a vu le Chenitza avec Explore, je crois. Là, bon. Le président du Liberland était en visite. Et on a très souvent mangé dans un restaurant qui s'appelle Surfing Burrito, que je vous recommande si vous êtes dans le coin. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé à DevCon? Alors, cette présentation ne couvre pas tout ce qui s'est passé sur les breakout sessions, puisque vous avez chaque jour un thème, genre Casper, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme développement, quels sont encore les défis à résoudre. Vous avez eu une breakout session sur les zk-SNAR, comment les utiliser, une présentation en deep dive sur Socrates. Et le jour 3, les breakouts, je ne sais pas ce que c'était. Si quelqu'un s'en souvient. C'était P2P et Swarm. P2P et Swarm. Donc Swarm. Quelque chose à propos de la sécurité, de l'encryption des données dans la blockchain? Oui, zk-SNAR. Bon, c'est une forme d'encryption des données. Ouais. En fait, il n'y a pas eu grand-chose sur le cryptage des données dans la blockchain. Ou des sujets comme ça?
Alors, Quorum a fait une breakout session, et toute l'équipe de Quorum était là. Et ils ont fait un breakout session sur comment évolue Quorum, comment l'améliorer. Je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, je les ai vus. J'ai vu l'équipe de Quorum sur place, mais je ne sais pas s'ils ont présenté quelque chose. Il me semble que oui, ils ne se seraient pas déplacés comme ça, sans envie, ou peut-être. Ouais. Tu nous as présenté beaucoup de projets. C'était quoi finalement si tu devais en regarder avec les trois qui t'ont le plus impressionné ou Alors, les trois choses qui t'ont le plus impressionné à la DevCon? Pas forcément projet, mais moi je dirais aussi les 3 points que tu retiens toi de la DevCon. Ça, c'est super pratique. Ça, franchement, on en avait besoin. Je suis sûr qu'il va y avoir des applications excellentes de cette principe de Proof of Presence. Très clairement, ça, on en avait beaucoup besoin. Donc, le package management. Ça, j'ai hâte de pouvoir regarder ça en détail. Bon, ça évidemment, c'est toujours fun à regarder quand quelqu'un met un robot dans la blockchain. Et pour moi, Metamascara, c'est quand même le truc qui... voilà, quand on essaie de faire quand on développe un projet sur Ethereum, on se retrouve toujours arrêté par le fait que les gens qui utilisent ce projet ne vont pas forcément avoir un client Ethereum à disposition. Quoi. Tout le monde ne fait pas tourner un nœud Parity ou n'a pas installé Metamask, etc. Quoi. Donc là, de permettre aux gens d'interagir avec la blockchain, de générer un compte comme ça avec des pop-up qui viennent directement par la librairie, c'est vraiment super. Donc ça facilite énormément la vie. Et provenance et Kleros, c'est trop cool. Ah, et l'intervention de Nicolas Baquet était super aussi. Sur l'aspect un peu grosses entreprises qui Ethereum Alliance, est-ce qu'il y a eu alors, Ethereum Alliance, question autour de leur stratégie, il y a eu une... alors, Asset est membre d'Ethereum Alliance, du coup. Voilà. On a été cordialement invités à leur Networking Sessions, qui s'est passé le soir du 3e jour. La mémoire flanche un peu sur ces 3 jours. Ouais, c'était le 3e jour. Il n'y a pas eu de présentation de ce qu'ils souhaitaient faire, comment ils souhaitaient s'y prendre. En fait, c'était assez difficile de trouver l'endroit parce que c'était au premier étage d'un hôtel où il y avait une autre session juste avant. Bref. Enfin, on a quand même pu accéder à cette réception, mais il n'y a pas eu d'explication de ce qu'ils comptaient faire avec et comment ils comptaient faire leur truc. En revanche, ils sont assez nombreux. La réception était pleine à craquer. Mais il n'y a pas eu d'explication de tout. C'est juste l'occasion pour les membres de l'Ethereum Alliance de se rencontrer physiquement et de dire « Ah, vous bossez sur quoi ? Nous, on bosse sur ça, intéressant, etc. » En revanche, si vous êtes membre d'Ethereum Alliance, vous avez accès au workstream de l'Ethereum Alliance. C'est-à-dire que l'entreprise d'Ethereum Alliance en fait, a des streams type Ethereum et santé, Ethereum et supply chain, Ethereum, etc. Et c'est dans ces streams que les entreprises communiquent et exposent leurs problèmes et essaient de trouver des solutions. Et ces discussions ne sont pas publiques. Mais vous pouvez rentrer dans l'Ethereum Alliance avec une simple demande, c'est pas très compliqué. Ouais. Il n'y a pas eu de conférence ou de sujet particulier sur les ICO qui ont été quand même le grand événement de 2017. Les IC quoi Alors non, en revanche, il y a personne n'a annoncé une ICO pour DevCon. Quoique, peut-être dans les derniers jours, les démos. En revanche, il y avait énormément de fonds et de soirées ICO autour de DevCon. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient autour de ça, quoi. Donc effectivement, ça a été l'occasion pour des fonds ou des investisseurs d'essayer de rencontrer des projets, de rencontrer des développeurs, de les inviter à manger, de les inviter à boire, etc. Mais rien d'officiel. C'est une politique de la fondation de refuser de parler d'ICO et de token sale pendant la DevCon qui est uniquement sur le développement. Je
crois qu'il n'y a rien qui correspond à une soirée d'ICO là. Non. Voilà. Enfin, si, il y a les soirées Shapeshift ou. Bon, bref. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais remercier énormément Talent et son Lab de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis je crois qu'on va tous bouger les chaises.